Bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi très heureuse de nous voir rassemblés ici en présentiel et en visio et d'animer donc cette première session qui sera consacrée à quelques résultats de notre ANR Woman. Donc Vanessa a évoqué le côté hybride de notre journée. C'est aussi le cas de l'état d'avancement des travaux qui vont être présentés aujourd'hui. Donc celui de Martine Pernaut-Lemâtre et de Anne Bustrel, encore en construction, en évolution, puisque je crois savoir qu'elles étaient encore très récemment dans l'analyse des entretiens. Celui sur la ségrégation qui sera présenté par Vanessa Di Paola et Stéphanie Moulet, qu'elles ont coécrit donc avec Arnaud Dupré, et qui est en révision à l'IJSSP, la Revue internationale de sociologie et de politique sociale. Et celui sur les résistances que nous avons donc écrit avec Vanessa, que Vanessa évoquait tout à l'heure, qui vient donc d'être publié dans la revue Socio-Éco du Travail et qui a nourri donc le documentaire que l'on vous présentera cet après-midi. D'autres travaux sont en cours dans des états d'avancement variés. Donc, comme le disait Vanessa, on a encore quelques mois pour finaliser les articles encore en cours. Mais on ne va pas vous parler de tout. On a voulu laisser la place à des travaux d'autres chercheuses qui feront l'objet de la deuxième session de cette matinée. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Anne Bustrel et Martine Pernaut-Lemâtre, toutes deux économistes au CLERC à l'Université de Lille. Elles vont nous présenter en 20-25 minutes leur étude intitulée « Y a-t-il un régime temporel du travailleur idéal ?» Et je suppose qu'elles nous expliqueront pourquoi le terme « travailleur » est au masculin. Nous prendrons ensuite une dizaine de minutes pour quelques premiers échanges, sachant qu'on en a donc prévu en fin de matinée un temps plus long pour discuter de l'ensemble des communications de la matinée. Voilà, Anne et Martine, je vous laisse la parole. Alors, donc nous, parmi les questions de recherche qui se sont posées dans ce projet, on s'est plus particulièrement intéressé aux investissements temporels que nécessite l'accès à des postes à responsabilité, parce qu'il est fréquent qu'ils pèsent assez lourdement sur les effets, sur les carrières, dans la mesure où femmes et hommes ne sont pas toujours sur le même pied du point de vue de l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Donc la littérature a très bien montré l'existence d'engagements parfois très très forts au travail parmi les professions hautement qualifiées. Et nous sommes inscrits dans le prolongement de ces travaux en décidant, donc dans le cadre du projet, d'inscrire le travail de terrain dans une banque, alors plus spécifiquement une banque européenne et plus particulièrement encore dans les activités de banque d'investissement de cette banque. Donc, de notre point de vue, deux choses particulièrement intéressantes dans cette partie banque d'investissement. D'abord, ce sont des activités moins féminisées que le reste du secteur bancaire. Il y a encore des métiers très très masculins dans la banque d'investissement, dont les traders, par exemple, qui sont voilà, où les femmes sont tout à fait minoritaires. Et deuxième point, cette banque mène une politique volontariste d'égalité entre les femmes et les hommes. Dans laquelle d'ailleurs on note, enfin voilà, ils sont tout à fait conscients que l'accès des femmes aux positions les plus élevées est problématique en leur sein. Alors, quelles questions on s'est posées? Je peux faire qu'une chose à la fois. Quelles questions on s'est posées? On a essayé de comprendre les difficultés d'accès des femmes aux positions les plus élevées à partir d'une analyse des régimes temporels de travail des managers dans 3 pays. Donc à partir d'une même entreprise, ce qui permet d'avoir des salariés qui ont les mêmes métiers, qui travaillent dans un même contexte, mais dans 3 pays différents. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de voir quelle peut être l'influence des institutions qui régulent le temps et les horaires de travail, mais aussi l'influence des politiques de conciliation vie familiale, vie professionnelle, qui ont des fortes caractéristiques nationales. Bon. Donc les 3 pays que nous avons retenus, alors on en a
s'est débarrassé de la Suisse. Donc, on a fini par travailler sur le Royaume-Uni, la Suède et la France, donc principalement pour des raisons de données statistiques, qui était la première étape de notre travail. Et on a mené donc une enquête. Alors, donc voilà, Alexandra, une grande partie des entretiens. Voilà, on a travaillé sur les entretiens qui ont été réalisés dans ces 3 pays, donc à la fois auprès de managers, hommes et femmes, mais aussi de personnes ressources, de gens des RH, des syndicats, d'associations investis dans l'égalité. Voilà, alors donc, nous, on s'est demandé tout d'abord comment on pouvait qualifier le régime temporel de travail des managers aujourd'hui. Donc on est bien parti de la littérature et on s'est intéressé à ce qui constitue quand même un sujet récurrent dans cette littérature, qui est la surdisponibilité temporelle pour le travail qu'on trouve dans les professions hautement qualifiées. Alors pour faire vraiment un résumé très très bref de la manière dont cette surdisponibilité temporelle est définie, nous on a retenu 3 caractéristiques qui revenaient souvent. Alors des formes d'autonomie temporelle très très fortes, ce sont des gens qui s'organisent parfois de manière complètement autonome, il n'y a aucun contrôle sur leurs horaires de travail. Un deuxième point également récurrent, c'est des heures de travail très très longues. On verra qu'on a essayé de donner un petit peu plus de précision à ça. Et enfin, une 3e caractéristique, c'est l'empiètement du travail sur la vie professionnelle, beaucoup plus que l'inverse. Voilà, le travail déborde sous différentes formes. Alors une fois qu'on a cumulé ces 3 caractéristiques, eh bien on se rend compte que dans la littérature, il a reçu un nom, et ce nom, c'est celui de travailleur idéal, qui a été défini par Joanne Hacker au début des années 90. Qu'est-ce qu'elle entendait par là ? Elle entendait un individu capable de travailler comme s'il n'avait pas de vie familiale ou sociale en dehors du travail. Évidemment, cette norme est masculine. Elle s'est installée dans les entreprises pour des raisons historiques, puisque les hommes étant longtemps dominants dans les fonctions les plus élevées, eh bien, leur comportement et leurs perspectives sont devenus dominants, et c'est toujours ces manières de travailler que l'on retrouve aujourd'hui. Alors, évidemment, même si la réflexion de Joanne Hacker s'inscrit dans l'organisation, il est évident que si on peut travailler comme si on n'avait pas de vie sociale ou familiale, c'est aussi parce qu'il y a des institutions qui appuient ou, au contraire, essaient de lutter contre ce surinvestissement professionnel des hommes qui s'appuie sur un sous-investissement professionnel des femmes, voilà, et qui est permis par toutes sortes d'institutions, de politiques familiales, de régulation. Voilà, et donc c'est vraiment ce rôle des contextes institutionnels qu'on a voulu saisir sur la diffusion de ce modèle dans les 3 pays. Est-ce que ça change quelque chose sur les manières de travailler des professions hautement qualifiées, d'être en Suède, au Royaume-Uni ou en France ? Alors nous, on a commencé par un travail statistique avant de passer à l'exploitation des entretiens. On a essayé de se donner une idée de la diffusion, une idée statistique, une mesure de la diffusion de la surdisponibilité temporelle dans les 3 pays qu'on avait. Alors pourquoi ces 3 pays ? C'est principalement des raisons liées à la littérature. Ce sont 3 pays qui sont considérés comme ayant de ce qu'on appelle des régimes de genre différents. Le Royaume-Uni est réputé le plus traditionnel, donc ce qu'on appelle le modèle du strong male breadwinner, même si c'est un peu atténué depuis. La Suède est le pays le plus proche du modèle à 2 apporteurs de revenus. Bon, ils ne sont pas totalement équivalents, mais c'est sans doute là qu'ils sont le plus égalitaires. Et enfin la France, qui a toujours une place un peu intermédiaire dans ses travaux sur les configurations institutionnelles. Voilà, donc ce premier travail statistique, il a été fait à partir de l'enquête européenne sur les conditions de travail de 2015. Alors, je vais passer très rapidement sur nos 3 caractéristiques parce qu'il fallait leur donner un contenu statistique. Donc, l'autonomie temporelle, on a essayé de la mesurer avec ce qu'on avait dans l'enquête, donc c'est-à-dire le fait que les gens déclarent choisir eux-mêmes leurs horaires. Alors, les longues heures de travail, on a considéré que c'était être au-delà du 3e quartile, c'est-à-dire dans les 25% qui travaillent le plus longtemps. Parmi les professions hautement qualifiées, il s'avère que c'est 45 heures dans les 3 pays.
Et enfin, le débordement, pour mesurer le débordement du travail sur la vie personnelle, on a retenu les gens qui répondaient qu'ils avaient dû travailler pendant leur temps libre pour répondre aux exigences du travail. Bon, il y a des indicateurs de fréquence un petit peu plus fins, mais voilà, c'est l'idée de ces 3 indicateurs. Et quand on les cumule, tous les 3, on voit là sur la dernière ligne que la France apparaît comme le pays où la surdisponibilité temporelle est la plus répandue. Voilà, puisqu'on a 27,7%, enfin environ 28% des professions hautement qualifiées qui travaillent dans le cadre de ce régime temporel. Et chose assez surprenante, derrière il y a la Suède et encore derrière il y a le Royaume-Uni. Alors ça s'explique d'une manière assez simple. Le Royaume-Uni et la France ont de longues heures de travail, ils sont assez proches. Il y a beaucoup de débordements pour les professions hautement qualifiées, mais beaucoup de Britanniques déclarent que c'est leur employeur qui choisit leurs horaires. Et donc beaucoup de cadres déclarent que c'est leur employeur qui choisit leurs horaires, donc ça a fait baisser la proportion de travailleurs surdisponibles temporellement. Et à l'inverse, en Suède, il y a beaucoup moins d'heures longues, beaucoup moins de débordements, mais par contre, il y a un très grand nombre de salariés, donc parmi les professions hautement qualifiées également, qui déclarent avoir le choix de leurs horaires de travail. Voilà, donc ces différentes combinaisons ne se sont pas présentées tout à fait comme on l'attendait, en fait. Et donc on attendait pas mal de choses du travail quali pour comprendre ce qui se trouvait derrière ces statistiques qu'on a trouvées. Et deuxième point, donc vous voyez avec les chiffres en rouge, qui font apparaître les surreprésentations, on voit que ce sont principalement, voilà, majoritairement, des hommes avec enfants qui adoptent ce régime temporel de travail. Donc ça, c'est vrai dans les 3 pays. Et plus spécifiquement, donc on voit que les hommes sans enfants en Suède ne sont pas significativement surreprésentés. Par contre, au Royaume-Uni et en France, les hommes sans enfants sont également surreprésentés par rapport aux femmes avec et sans enfants dans ce type de régime temporel. Alors, concernant l'étude de terrain, donc on a cherché à comprendre comment ce régime de genre, ce régime temporel, du travailleur idéal est répandu et est vécu par les salariés hautement qualifiés, donc dans une entreprise appartenant au secteur bancaire. Alors, cette banque est touchée par le plafond de verre, comme l'illustrent les quelques données que l'on peut voir là. Donc, c'est une banque d'investissement européenne qui est implantée en France, au Royaume-Uni et en Suède. On voit que le taux de féminisation est de l'ordre de 40% en 2020, alors qu'il est plutôt de l'ordre de 50% au niveau du groupe. Alors l'activité banque d'investissement de cette entreprise européenne a un taux de féminisation différent selon les pays, un peu supérieur à 40% en France, légèrement inférieur à 40% en Suède, de l'ordre de 30% au Royaume-Uni. Et si on regarde la proportion de femmes dans les postes de senior management, on s'aperçoit qu'on a une déperdition encore plus forte, puisqu'il reste à peu près un tiers en entreprise, 15% au Royaume-Uni, et c'est pas significatif en Suède parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Alors, ce qui ressort de notre analyse des entretiens, c'est que ça confirme les résultats qui viennent d'être présentés au regard des 3 caractéristiques du travailleur idéal: des journées longues, du débordement de la vie professionnelle sur la vie familiale, et au niveau de l'autonomie, qui s'exprime par une rhétorique du choix concernant le temps et les horaires de travail. Alors ce modèle, il est présent dans les 3 pays, mais parmi les hommes comme parmi les femmes, mais plus particulièrement marqué pour les managers ayant des très hautes responsabilités. Alors, si l'on prend la première dimension de longues heures de travail,
On retrouve dans les entretiens les tendances identifiées par le travail statistique. C'est en France que l'amplitude horaire est la plus importante, des journées très étendues, de 8h30 à 20h. Puis le Royaume-Uni, avec des journées un petit peu plus courtes qu'en France, 8h30, 19h. Et ensuite la Suède, avec des journées de travail plutôt centrées entre 8h, 17h ou 9h, 18h. Ce résultat concerne les hommes comme les femmes. Ainsi, les propos de verbatim proposés dans un premier temps ici pour les hommes sont assez explicites. Donc, si vous prenez pour la France, les deux interviewés mentionnent de finir vers 20h. Ils signalent tous deux qu'il peut y avoir des débordements, voire jusqu'à 23h pour un. Dans le cadre du Royaume-Uni, leur visée semble plutôt être 19h, mais là aussi avec des débassements possibles, mais plus limités. Pour la Suède, on retrouve le système là de flex time, c'est-à-dire des heures flexibles, choix de l'heure d'arrivée et de départ, mais avec un créneau imposé entre deux. Donc c'est plutôt 8h, 17h, 8h, 9h, 18h. Sauf comme vous pouvez le voir... Non, ça sert à rien. Oui, c'est pas là. Donc, sauf comme vous pouvez le voir pour la Suède, où dans le dernier interviewé, on voit qu'il travaille beaucoup plus tard, mais en fait, il occupe un poste à très haute responsabilité, avec des déplacements fréquents, et ce type de profil semble échapper aux normes en vigueur en Suède. Pour les femmes, on retrouve les mêmes amplitudes. Dans le cas de la France, nous avons une femme qui n'hésite pas à dépasser s'il le faut, elle précise, jusque 22h, quand il y a un gros travail à finir. Pour le Royaume-Uni, les femmes semblent là plus respecter les heures de départ. Alors, une des hypothèses que l'on a derrière, c'est de se dire que, outre la culture, il y a aussi le coût de la garde des enfants qui peut inciter à finir relativement à l'heure, puisque... le dépassement horaire va coûter très cher, et comme c'est surtout les femmes qui encore gardent les enfants, on peut faire cette hypothèse-là. Et pour la Suède, nos femmes semblent montrer là un respect assez strict du flex time, puisqu'on voit 9h, je pars à 18h, 17h45, 8h, 17h. Ceci étant, les femmes représentées là en Suède, si elles sont managers, elles n'ont pas des postes à très très haute responsabilité. Alors, si on passe à la deuxième dimension concernant le débordement, là aussi, les résultats sont conformes à ce qui a été présenté précédemment. C'est sans surprise donc que tout d'abord, on peut dire que le débordement traverse les trois pays, on le retrouve dans les trois pays, mais c'est plus ou moins intense. Et c'est sans surprise que c'est la France, évidemment, qui a la pratique la plus fréquente. Nos interviewés ici, qui sont mentionnés, le décrivent comme une nécessité de disponibilité temporelle, et ça prend la forme d'un débordement important entre le travail le week-end et le soir. Donc pour le cas de la France, ainsi la première femme le justifie par des contraintes de relations professionnelles dans le monde entier, donc beaucoup de déplacements. La deuxième, elle distingue bien la présence physique et disponibilité, y compris même une partie de la nuit, donc on voit bien le débordement. Et le dernier, l'homme, qui déborde assez souvent, lui, il est intéressant à plus d'un titre, en fait, parce que... il nous précise, avant de commenter le verbatim, il nous précise qu'il essaye de limiter ses débordements, et donc il essaye de dîner en famille au moins 4 jours par semaine. Et si on lit quand même, c'est intéressant. Moi, je suis rentrée à 19h45 à la maison, et du coup, j'ai juste vu mon fils qui allait au lit à ce moment-là, et on a dîné juste après. Donc j'étais avec mon épouse et mes 2 enfants, les 2 grands, mais c'est important, c'est un équilibre en fait que je recherche, mais aussi parce que j'ai pris du recul sur ma vie perso, ma vie professionnelle, je n'attends pas tout du boulot.
En fait, ce qui ressort un peu de cette verbatine-là, mais des autres cas qu'on a pu rencontrer, c'est qu'il n'y a pas de véritable explication sur la nécessité de déborder en France. C'est plutôt de l'ordre d'une disponibilité de principe. Pour eux, l'argumentaire, c'est l'équilibre et ça semble structurel. Si on prend donc le cas du Royaume-Uni, le modèle du débordement est aussi présent, mais dans des proportions beaucoup plus modérées. Et contrairement à la France, là, ils avancent des raisons. Les raisons invoquées vont être plutôt centrées sur la nécessité de rester connecté, de gérer des urgences ou une surcharge exceptionnelle. Cela concerne les hommes comme les femmes. Mais ce qui ressort aussi des différents entretiens au Royaume-Uni, c'est l'importance de l'intensité de la journée de travail qui est plus élevée qu'en France. Et en fait, je peux vous lire une citation qui n'est pas notée. C'est « Les gens sont assez focalisés sur le boulot. Je fais mon boulot, je rentre chez moi, donc le social, il faut créer. » Un autre, « Ici, il y a une culture de l'efficacité au travail qui n'est pas la même qu'à Paris. Les gens optimisent beaucoup leur temps de travail. Ils arrivent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Pour les déjeuners, beaucoup de gens amènent leur déjeuner. C'est à flux tendu toute la journée. » Donc ici, il y a une dimension intensité du travail qui est à observer. Pour la Suède, alors là, le débordement est plus limité. Il concerne plutôt les profils à très haute responsabilité qui vont avoir des déplacements fréquents. Et là, il y a des raisons qui sont invoquées, comme on peut le voir, hein, c'est particulièrement clair. Hein. C'est être connecté, lire ses emails, gérer des urgences. Et on voit par contre le dernier, lui, qui a un profil assez atypique puisqu'il se déplace en permanence. Hein. Il commence sa semaine à Copenhague, il passe par Gothenburg et il finit à Stockholm. Donc on voit bien que là, il y a des débordements évidents. Concernant la variable autonomie et flexibilité, elle s'exprime vraiment par, et ça c'est dans tous les entretiens, la rhétorique du choix, du temps de travail et des horaires. Ce n'est pas imposé, c'est mon choix. Et vous pouvez le lire par ces deux verbatims. Hein. Il n'y a personne qui nous surveille pour la Suède. Le Royaume-Uni dit « mais personne ne m'oblige, je suis tout seul sur le plateau de soir, mon chef n'est même pas là ». Donc on voit bien qu'il y a une grande autonomie. Donc là, on peut faire que derrière, l'hypothèse que derrière, il y a une histoire de relation avec la régulation des temps de travail qui est un peu différent selon les pays, comme l'a rappelé Anne. Alors, j'accélère. On sait, à travers nos entretiens, on s'est posé quand même la question, les Français ou les Françaises expatriés se trouvent dans une diversité de postes au Royaume-Uni et en Suède et ont tendance à reproduire le modèle du travailleur idéal particulièrement prégnant en France. Et en fait, on le voit bien par ces deux verbatims, une femme expatriée au Royaume-Uni, alors qui était extraordinaire, parce que je vous laisse lire à la verbatine, j'ai laissé mon enfant 3 semaines alors qu'il avait 6 mois, c'est quand même... assez exceptionnel comme propos. Et c'est une femme qui travaille de 8h30 à 22h, qui a 3 enfants, qui dit qu'elle ne les voit jamais le soir, mais que c'est un choix. Et elle compte sur sa mère. Alors, elle est expatriée, elle a emmené sa maman avec elle à Londres. Et donc, voilà, elle s'organise comme ça. L'homme en Suède, lui, c'est pareil, ses propos sont assez clairs. Hein. J'envoie des mails à 5h du matin, je travaille de 5h à 22h, mais... je m'arrête pour déjeuner, prendre mon petit déjeuner avec mes enfants. Donc voilà. Donc là, ici, il travaille énormément. Donc, en conclusion, on voit bien qu'on a une diffusion du modèle du travailleur idéal dans tous les pays, mais qui est différenciée. La France, on a une forte persistance du travailleur idéal, une culture de la conciliation à minima, et on compte sur un tiers pour garder les enfants, que ça soit la femme, que ça soit la maman, ou que ça soit une nourrice. Et en creux, on voit bien une priorité donnée au travail. Mais ce qui ressort fort de la France, c'est qu'il y a... ils n'expriment pas un manque, il n'y a pas de conflit, ils se sont appropriés cette norme et ça ne pose pas de problème, y compris pour les femmes. Au Royaume-Uni, on a un modèle proche de la France, avec peu d'implication des employeurs dans le contrôle des heures, hein, puisqu'ils fixent quand même
au départ, ils sont libres de fixer les heures, hein, les employeurs, comme Anne l'a dit. Donc on sent qu'il y a un certain respect, même s'il n'y a pas de contrôle fixe et fréquent, il y a quand même un certain respect des horaires. Et surtout, une culture de la journée continue qui est peut-être à mettre en lien avec le coût de la garde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, en Suède, le respect de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Là, on voit bien que la culture de la parentalité est très très forte et elle ressort dans les entretiens. On a un mode de régulation des temps beaucoup plus inclusif. Il ne faut pas oublier que soit on a de l'autocontrôle et ils nous disent je me retrouve tout seul le soir sur le plateau, il n'y a personne, et c'est moi qui mets l'alarme, donc ils le voient bien, ou soit il y a le système du flex time. Et enfin, ce qu'on peut dire, donc pour vraiment conclure, c'est que la surdisponibilité temporelle constitue quand même un obstacle pour accéder aux positions de senior manager, mais par contre, ce n'est pas ciblé par les politiques d'égalité des entreprises. On a là affaire à une entreprise qui a une politique active en matière d'égalité, volontariste, qui a beaucoup de dispositions au moment de la maternité, mais rien n'est pensé pour la gestion du quotidien. Or, cette importance de la variable temporelle, elle est mentionnée dans les entretiens qu'on n'a pas cités ici, des RH qui sont opérationnels, des RH opérationnels qui nous le disent, des syndicalistes, des associations. Ils le montrent, mais ça ne rencontre pas d'écho et on peut dire que la problématique du régime temporel du quotidien n'est pas du tout ciblée par la politique d'égalité. Ce n'est pas non plus une problématique pour les femmes parce qu'ils ne l'aperçoivent pas vraiment comme une inégalité, et ça ressort aussi. Et enfin, il y a d'autres variables qui jouent, et on le verra donc dans la journée, comme la cooptation, le réseau. Mais ce qu'on peut se poser comme question, c'est quand même ces variables, elles ne sont pas sans lien avec le temps, puisqu'on peut penser que le réseautage, c'est peut-être aussi un investissement temporel masculin. Merci. On va passer un micro dans la salle si vous avez des questions. En attendant, j'en ai une petite, c'est justement le temps de travail et le temps hors travail consacré au travail. Enfin, dans les statistiques que vous avez données, il y a des temps moyens, il y a des temps qui sont plus ou moins identifiés comme du temps de travail, mais vous le dites aussi, on voit dans les entretiens, quand on lit les entretiens faits dans cette étude, que... en fait, il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas des horaires, du temps de travail, mais qui sont consacrées. Et tu citais justement le réseautage. Typiquement, c'est quelque chose qui peut se faire dans le cadre du temps social, du temps de loisirs même. Et je pense notamment au Royaume-Uni, où en effet, les horaires, il est moins bien vu qu'en France de traîner dans les bureaux après 19h ou je ne sais quelle heure. Chose qui est plutôt bien vue encore en France. En revanche, parce que là, c'est quelqu'un qui est moins efficace. En revanche, beaucoup vont au pub ensuite, et ça parle souvent boulot. Et dans les pubs, c'est souvent plus des hommes que des femmes. Enfin, surtout quand elles sont mères. Donc ça, c'est quelque chose... Donc ma question, enfin qui n'est pas vraiment une question, mais comment connecter ce temps non identifié comme du temps de travail avec les statistiques, par exemple, que vous avez pu faire? Enfin, je ne sais pas si c'est facile de répondre à ça, mais... Non, c'est impossible à faire. Enfin, bon, pourtant, l'enquête conditions de travail, c'est quand même une enquête sur laquelle il y a beaucoup de questions sur le temps. Et donc, par contre, cette problématique n'est pas du tout abordée dans l'enquête. Donc, tu peux peut-être proposer une question à la prochaine vague, parce que c'est toutes ces questions de temps socio-travail, non, c'est pas du tout appréhendé dans l'enquête. Oui. Merci. Puisque je vis en Suède, je me demande, pour les interviews des personnes vivant en Suède et travaillant dans cette banque, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une part de discours convenu? Puisque, comme la parentalité est très valorisée, une norme sociale très forte, il y a peu de gens qui osent avouer qu'ils ne suivent pas cette norme. Donc forcément, on va peut-être présenter plutôt comme on pense qu'on travaille, et pas la manière dont on travaille pour de vrai. On ne va pas parler des exceptions, puisqu'on les voit comme des exceptions, et que la normalité, on l'adapte sur l'idéal. Alors, bon, ce serait peut-être Alexandra qui a fait les entretiens en Suède, mais moi, ce que je peux dire comme premier élément de réponse, moi, ce qui m'a surpris, c'est le décalage. Il faut qu'on creuse là-dessus.
des interviews managers en Suède et des RH et syndicats. Les RH et les syndicats nous ont mentionné qu'il y avait des dépassements, que les heures sup n'étaient pas payées. Et donc ça pourrait peut-être aller dans ce sens-là. Mais bon, je crois que c'est plutôt Alexandra sur le discours convenu. C'est quand même la personne qui a fait les entretiens qui peut plus le dire. Donc je ne sais pas, tu pourras peut-être répondre tout à l'heure ou maintenant, oui. Je pense que c'est le cas pour tous les entretiens, pas seulement en Suède, toujours de faire la part entre ce qui est un discours convenu et de ce qui est la réalité, la perception qu'on a soi-même de ce qu'on fait. Donc ça, c'est le travail du Cali qui est toujours difficile. C'est vrai qu'en Suède, il y a une prégnance particulièrement forte de ce qui est convenu et de ce qui est accepté, et qui, je pense, n'est pas souvent mise en lumière dans les recherches comparatives, et qui est très importante à relever. Et particulièrement, je pense, la charge parentale, que c'est très important de montrer qu'on fait cette responsabilité à temps plein, qu'on n'arrive pas en retard à la crèche. Donc il vaut mieux quitter son poste de travail que d'arriver en retard à la crèche, par exemple. Et ça, c'est une pression qui est très spécifique pour la Suède, je pense. Oui, je relais juste une question du chat de M. Angso. C'est une question technique qui s'adresse à Anne, je pense. Donc, M. Angso me demande pourquoi une durée hebdomadaire plutôt qu'une durée annuelle, donc de votre mesure. Je fais comme tous les statisticiens, je pense que j'ai. Et donc, il n'y a pas de durée annuelle dans l'enquête sur les conditions de travail européennes. Ça serait mieux. On aurait les congés, par exemple. Et alors que là, on n'en tient pas compte. Bonjour. Sur cette question toujours de temps de travail, de mesure du temps de travail, je me demandais comment on prend en compte le temps de travail et le temps au travail. C'est-à-dire que là, on parle de arriver au bureau, quitter le bureau, mais dans mes enquêtes, justement, sur les cadres bancaires, on voit aussi beaucoup des personnes qui quittent le bureau pour rentrer chez eux, dîner avec les enfants, et puis ensuite retravailler de la maison. Alors en plus, avec le développement du télétravail aujourd'hui, ça prend une autre dimension. Donc, je me demande comment on prend en compte ça. Alors, dans l'enquête européenne sur les conditions de travail, la question est formulée d'une manière... on ne leur demande pas quand est-ce qu'ils arrivent et quand est-ce qu'ils partent. On leur demande combien de temps ils travaillent. Donc, c'est eux qui se positionnent sur cette durée de travail. Donc, effectivement, ce qu'ils incluent... peut être variable d'une personne à l'autre. Et parallèlement, il y a toute une série de questions. Ils disent, par exemple, quand vous dites « j'emmène du travail à la maison », ça, je n'ai pas développé ce point-là, mais il y a des questions sur la fréquence. Est-ce que ça vous arrive jamais? Est-ce que ça vous arrive plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois? Voilà, donc on peut essayer de graduer comme ça. Mais effectivement, on n'a pas... Dans les enquêtes françaises, on l'a les heures d'arrivée, de départ, mais pas dans l'enquête européenne. On ne sait pas à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils repartent. Bon, mais finalement, je pense que c'est un bon choix de demander aux salariés eux-mêmes de se positionner, de dire, ben voilà, selon vous, c'est quoi votre durée de travail? Après, on ne peut pas prendre ces chiffres au pied de la lettre. Mais voilà, ça donne une idée, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est moyen. Voilà, ça permet quand même statistiquement de dresser un portrait. Bien, je vous propose maintenant de passer à la deuxième présentation. Donc, je vais laisser la parole à Vanessa Di Paola et Stéphanie Moulet, également toutes deux économistes, mais un petit peu plus au sud, puisqu'elles nous viennent d'Aix-en-Provence et de Marseille. Donc, elles sont toutes les deux au Lest et à Aix-Marseille Université. Elles vont nous présenter une étude, donc je le disais tout à l'heure, réalisée avec Arnaud Dupré du CEREC sur les relations entre la composition sexuée des professions et la plus ou moins grande facilité pour les femmes d'accéder aux postes d'encadrement, et ce, en comparant cette fois-ci 4 pays, donc ce qui se passe en France, en Suède, au Royaume-Uni et en Suisse. Je vous laisse donc la parole pour 25 minutes maximum. Merci. Donc, après avoir parlé de ce fameux travailleur idéal, on va maintenant explorer le lien entre, d'une part, la composition sexuée des professions, ce qu'on appelle la ségrégation horizontale, et le plafond de verre, ce qu'on peut appeler ségrégation verticale. Plafond de verre vu ici de manière un peu restreinte, comme le fait que les femmes accéderaient moins aux postes de management dans les 4 pays qu'on va étudier.
Donc il est ici question de ces deux formes de ségrégation. Donc la première des choses, bien sûr, c'est de vérifier que ces deux mécanismes, ségrégation horizontale et verticale, sont à l'œuvre dans les pays qu'on étudie. Alors bien sûr, il y a beaucoup de travaux qui nous montrent que les femmes sont sous-représentées dans les fonctions de manager. Eurostat nous dit qu'elles ne sont que 36%, c'était en 2017, alors qu'elles sont à peu près la moitié de la population active européenne. Alors en particulier, c'est vrai, je ne vous donne pas les statistiques tout de suite, dans les 4 pays que nous étudions. De l'autre côté, cette ségrégation horizontale, cette répartition inégale des femmes et des hommes dans les différentes professions, elle est étayée aussi en Europe. On a souvent, par exemple, des indicateurs de dissimilarité, des indices, les indices de Duncan et Duncan, etc., qui viennent nous montrer qu'en effet, il y a une ségrégation importante en Europe, mais plus ou moins importante selon les pays. Et les 4 pays qu'on a étudiés sont en effet dans des positions variées en termes de ségrégation, dans l'ampleur de cette ségrégation horizontale. Cette ségrégation, qu'elle soit horizontale ou verticale, elle est évidemment importante parce qu'elle façonne en quelque sorte les opportunités qui vont s'offrir aux femmes comme aux hommes dans leur situation de travail, à la fois dans les rémunérations, dans l'exercice de leur activité, dans les conditions de travail auxquelles elles sont et ils sont confrontés. Et donc, ces deux formes de ségrégation sont au cœur des inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Et pourtant, alors même que les deux formes de ségrégation sont au cœur de ces inégalités, on a trouvé assez peu de travaux, et en particulier assez peu de travaux récents, ceux qu'on a trouvés remontaient à la fin des années 90, sur le lien qui existe entre ces deux dimensions, et en particulier peu de travaux de comparaison européenne. Donc, nous, on a souhaité explorer cette question. Alors, on l'explore en posant 3 questions ici, plus ou moins. La première, on va essayer de chercher à voir, à donner à voir quels sont les 4 institutionnels qui seraient les plus favorables parmi 4 contextes, 4 pays emblématiques qu'on a choisis à dessein en ce qui concerne cet accès des femmes à des fonctions hiérarchiques. Deuxième question, c'est d'essayer de comprendre comment cette ségrégation horizontale au sein du pays participe à limiter plus ou moins l'accès aux fonctions de manager selon son ampleur, son importance. Et puis enfin, dernière question, qui consiste véritablement à se demander si comment le désavantage des femmes varie, le désavantage des femmes par rapport aux hommes, vous l'aurez compris, varie lorsqu'elles exercent des professions à prédominance masculine, féminine ou mixte, et ce, dans les 4 pays qu'on étudie. Alors, les 4 pays qu'on étudie, Martine et Anne viennent de nous en parler et de dresser un petit portrait. Alors, elles en ont éliminé un, nous, on n'en a éliminé aucun, on garde la Suisse. J'en dis quelques mots tout de même. On a donc 4 contextes nationaux et on peut essayer de les ranger selon des typologies assez usuelles. Donc ici, on vous en propose 2. Dans l'article, on en a décliné d'autres. 2 pour mettre en regard cette fameuse typologie des régimes d'État-providence des Spink-Anderson, qui est bien connue maintenant, mais qui souvent est assez critiquée, elle est jugée ancienne, etc. Nous, elle nous a tout de même semblé rester un outil pertinent et intéressant dans l'analyse, d'autant que quand on la met en regard d'une autre typologie plus récente, celle proposée par Corpi et Ali en 2013, une typologie, ils appellent ça constellation des politiques familiales, eh bien on voit que ces 2 typologies sont assez cohérentes dans leur manière de classer les 4 pays que nous étudions. Donc la France, dans la classification des États-providence, elle est rangée dans les pays conservateurs corporatistes. Pour dire rapidement, je vais pas m'étendre longtemps, mais vous savez, c'est ces pays qui auraient une protection sociale qui serait axée sur le travail salarié, en ayant en même temps une forte familialisation, un système de protection sociale centré sur le modèle du male breadwinner, celui qui cotise pour femmes et enfants. Mais en même temps, dans ce modèle français, on a aussi des politiques publiques qui développent les services collectifs, publics et sociaux, en particulier de garde de la petite enfance.
Donc on a voilà ce modèle un peu hybride qui est conforme, qu'on va retrouver dans notre classification, enfin dans la classification de Corpi et Alii, rangé donc ils appellent ça traditional family, hein, on voit bien. Hein. Et le modèle, alors c'est pas le modèle à double pourvoyeur de revenus, c'est le modèle à double pourvoyeur de revenus et pourvoyeur de soins. Le modèle earner-carer. Donc on voit que la France, elle est à la lisière des deux profils et ça rejoint bien cette idée du fait de marcher un peu sur deux béquilles. La Suède, elle est chez Esping Anderson un pays emblématique du modèle social-démocrate avec un niveau élevé de protection sociale qui n'est pas axé sur le statut de salarié mais qui concerne l'ensemble de la population. Et donc c'est indépendant à la fois de la situation sur le marché du travail et de la situation familiale. Et c'est assorti d'un développement très important en matière de services publics et sociaux et d'une défamiliarisation, contrairement à la France, très forte, le système ciblant l'individu, quel que soit son sexe et quel que soit son statut professionnel. Donc on voit bien que ça rejoint l'idée d'être à la fois pourvoyeur de revenus et pourvoyeur de soins pour les deux individus du foyer. Au Royaume-Uni, pays emblématique du modèle libéral d'État-providence, on a une protection sociale à titre individuel, l'achat de prestations sur le marché et là aussi une défamilisation. Et là, le système, en fait, il va cibler, les systèmes de soutien vont cibler les populations pauvres. Hein, donc il y a vraiment un ciblage sur une catégorie de la population. On a un engagement en faveur de l'égalité des sexes, mais qui est en fait un engagement formel, parce qu'en pratique, il y a assez peu de soutien pour l'emploi des mères, et en particulier, peu de systèmes de garde publics. Chez Corpi et Alii, on va retrouver ce modèle, c'est vraiment l'équivalent dans ce qu'ils appellent market oriented. Alors la Suisse, nous, on ne l'a pas éliminée, mais c'est vrai qu'elle est plus délicate à positionner. Dans les travaux d'Esping Anderson, il n'y a pas la Suisse. Alors il n'y a pas la Suisse souvent dans les analyses comparatives parce que les données ne le permettent pas. Je pense que c'était ça aussi votre limite initiale. Mais au-delà du fait que la Suisse n'est pas systématiquement présente dans les bases de données européennes, elle n'est pas présente aussi dans ces classifications parce qu'elle est souvent vue comme étant atypique à la fois les différents modèles. Alors, en cherchant un peu, on a quand même vu, lorsque les travaux sur la Suisse essayent de classifier, qu'elle est souvent rangée du côté des pays libéraux, mais étant évoqué aussi ce modèle un peu corporatiste. Et chez Corpi, on va la trouver dans les pays, vous voyez, elle est dans les pays à orientation de marché, mais par rapport au Royaume-Uni, elle est quand même beaucoup plus proche, hein, elle tend à se rapprocher des modèles traditionnels familiales. Alors, quelques éléments pour penser la sous-représentation des femmes dans les postes de manager. Deux grands pans d'approche théorique en quelque sorte. L'un qui renvoie aux rapports sociaux de sexe. Je vais passer assez vite parce que finalement avec la présentation qui précède sur ce travailleur idéal, on a retrouvé déjà pas mal d'éléments qui renvoient à ce fameux modèle des qualités masculines comme emblématiques des qualités managériales, le think manager, think male, de ce modèle de hacker, du modèle managérial pensée neutre, en fait masculin, neutre, et puis de l'autre côté, plus ancré sur des théories économiques, des éléments basés sur l'expression des préférences genrées, où on va supposer que les femmes et les hommes n'auraient pas les mêmes attentes en matière d'emploi, les hommes étant attirés par les postes de pouvoir, les postes hiérarchiques, tandis que les femmes auraient plus tendance à privilégier des professions qui leur permettent de mieux articuler leur vie professionnelle et leur vie privée. Or, ces postes de manager, on vient de le voir, ne sont pas très favorables, ne permettent pas facilement d'allier les deux, un fort empiètement du travail sur la vie familiale. Et donc, les femmes seraient confrontées à une sorte de conflit entre leur volonté de préserver ce fameux équilibre vie professionnelle, vie personnelle, d'une part, et de l'autre côté, leur aspiration à occuper de tels postes. Et donc ce degré de conflit, on vient de le voir, il peut varier d'un pays à l'autre en fonction des disponibilités, des possibilités d'articulation rendues possibles par les politiques publiques mises en place.
Alors on a formulé un certain nombre d'hypothèses dans ce travail. La première, elle vise à essayer de ranger nos pays. Je vous l'ai dit, c'est notre première question. Et donc on s'attend à ce que on ait des résonances entre les différentes dimensions, à la fois les représentations des rôles genrés dans la société, les politiques publiques qui sont mises en place et les politiques qui sont mises en place dans les entreprises. Donc il y aura en quelque sorte forme de ruissellement de ces différentes dimensions. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que les pays où la représentation des rôles de genre est particulièrement favorable à un modèle égalitaire, soient aussi des pays où les politiques publiques seraient plus favorables à l'égalité et donc rendraient les postes de manager plus soutenables, plus accessibles, plus durables. Et puis également, en même temps, des politiques d'entreprise qui seraient favorables à une égalité de traitement, ce qui réduirait les stéréotypes de sexe et rendrait un peu obsolète ou illégitime ce fameux think male, think manager et la mise en pratique des stéréotypes de sexe. Donc au regard de cette logique-là, on s'attend à ce que ce soit la Suède qui est la plus avancée dans ces éléments, on vient de le souligner, dans lequel les désavantages des femmes par rapport aux hommes soient les moins importants. Ensuite, ce serait la France. Et puis on l'a vu, le Royaume-Uni et la Suisse viendraient derrière. Et la Suisse est probablement le pays dans lequel le modèle du male breadwinner est encore le plus prégnant. Donc on s'attend à ce que ce soit le dernier. On a ensuite posé 3 autres hypothèses qui viennent nous dire, alors je vais le faire rapidement, une deuxième hypothèse qui nous dit qu'on s'attend à ce que les femmes soient particulièrement désavantagées dans les professions mixtes. C'est étayé par un certain nombre de travaux, donc on s'appuie sur ces travaux-là. Dans les professions masculines, on s'attend à ce que les femmes qui ont été sursélectionnées pour y accéder soient particulièrement aptes à occuper ces postes à responsabilité et donc qu'elles y soient moins désavantagées, que les femmes dans ces professions y soient moins désavantagées que dans les autres. Et enfin, à l'inverse, on s'attend à ce que les hommes qui se retrouvent dans les professions féminines soient en train d'essayer de chercher à rétablir leur masculinité et par là réussissent mieux que les femmes dans ces professions féminines. Est-ce que tu peux me dire, Domi, combien de temps il me reste? 10 minutes. Vanessa vient de les exposer, ces hypothèses en tant qu'économiste ou que socio-économiste, on va les confronter aux données et aux données quantitatives. Et c'est ce que présente ce slide-là. Donc les données qu'on utilise sont issues de l'enquête force de travail européenne, du moins pour la France, le Royaume-Uni et la Suède, en 2015, et on mobilise pour la Suisse l'enquête suisse sur la population active, ESPA, pour cette même année. La population d'analyse, elle est restreinte à la population active occupée sur une tranche d'âge particulière, 5 des 25-49 ans. Donc vous voyez ici que de ce fait, on va éliminer les carrières tardives. Mais la raison de cette sélection, de cette classe d'âge sur laquelle on va porter notre regard, c'est d'abord le cœur de la vie professionnelle des femmes et des hommes, là, le moment où ils sont pris par l'intensité de leur investissement professionnel, et là aussi où les principales promotions, enfin les promotions en tout cas, sont les plus significatives. Première raison de cette sélection. Deuxième raison, c'est aussi le moment, en particulier pour les femmes, où elles sont fortement mobilisées par la constitution de la famille et l'engagement temporel qui est inhérent à cette constitution de la famille. Et puis enfin, je rajoute, et ça fait écho à ce que Anne et Martine nous ont présenté, du fait de la tranche d'âge que l'on privilégie, c'est aussi la manière de donner à voir les différences de régime temporel, notamment de régime de temps partiel, entre les pays et les différences de politique familiale d'un pays à l'autre qui, sur cette tranche d'âge-là, ont manifestement une influence nécessairement plus marquée pendant cette période de vie. Alors pour définir les postes qu'on a appelés les positions de manager, on recourt à la nomenclature ISCO, donc nomenclature internationale, auquel on retient les items, les digits 1 et 2, en fait, qui recouvrent précisément les directeurs, les directrices, les cadres de direction, les gérants et les gérantes, mais aussi les experts, donc à savoir les professions intellectuelles et scientifiques, auxquelles on adjoint la condition d'exercer des responsabilités hiérarchiques. Donc
on va parler, et on a déjà parlé de manager, mais ayez bien en tête que ça recouvre ces 2 digits et les responsabilités d'encadrement effectives. Pour ce qui est de la composition sexuée, donc pour ce qui est de la ségrégation horizontale, on a utilisé cette nomenclature ISCO, mais ce coup-ci à un niveau plus fin, puisqu'on a retenu les 3 digits pour identifier les professions à dominance masculine, féminine ou mixte. Et là, en utilisant les seuils assez classiques, plus de 70% de femmes correspond à une profession à dominante féminine, moins de 30% masculine, et entre ces 2 seuils, profession mixte. Sachez qu'on a aussi éliminé les professions qui regroupaient moins de 10 individus pour des questions évidentes de fiabilité de l'analyse, et ça nous restreint l'échantillon de moins de 300 individus, dans quelques professions en moins, de sorte que l'échantillon sur lequel portent nos résultats est autour de 150 000 observations pour les 4 pays. Ah, mon Dieu. En termes de méthode, alors je vais essayer d'accélérer, je ne sais pas comment. En termes de méthode, donc démarche empirique, ici c'est l'outil économétrique qui est mobilisé pour réaliser des analyses toutes choses égales par ailleurs et identifier l'effet propre de chacun des facteurs. Régression logistique avec différentes spécifications pour évaluer les facteurs explicatifs de la probabilité d'occuper un poste de manager. On a raisonné d'abord sur tous les pays, sur des données couplées, en essayant d'identifier, donc, en croisant la variable sexe-pays, de sorte qu'on évalue les différences entre pays du désavantage relatif des femmes par rapport aux hommes. Ce à quoi on a rajouté dans une deuxième spécification des interactions entre composition sexuée des professions et pays. Là, il s'agit d'intégrer le fait que la ségrégation sexuée des professions est un facteur qui a une incidence potentiellement variable d'un pays à l'autre. Et ensuite, on a conduit des analyses pays par pays pour éclairer, pour identifier ce coup-ci la pénalité ou l'avantage relatif des femmes par rapport aux hommes pour occuper une profession de manager, qu'elles ou qu'ils occupent une profession à dominante masculine, féminine ou mixte en fonction du pays d'appartenance. Je vais vite. Pas trop. Alors, avant de passer aux résultats de nature plus économétrique, quelques résultats, comme il se doit, de nature statistique, avec le tableau que vous avez sous vos yeux, qui vous donne à voir que la proportion de managers est variable d'un pays à l'autre, avec 9% de managers en France, 24% au Royaume-Uni, donc un taux élevé, qui s'explique ici par l'importance des activités de service hautement qualifiées. Et à l'exception de la Suède, où on a presque autant, ou quasiment autant, 51% d'hommes et de femmes dans les professions de manager. Donc à l'exception de la Suède, il y a plus d'hommes que de femmes à occuper ce type de poste, et l'écart est le plus marqué en Suisse avec 38%. Alors si on regarde la part des managers et la composition sexuée des professions, on constate que les professions mixtes offrent le plus grand nombre de postes de managers dans tous les pays, que les professions à prédominance féminine, en particulier en France et en Suisse, ne comprennent qu'un petit nombre de managers. Et enfin, dernier constat, la Suède est le seul pays où les professions féminines comprennent plus, légèrement plus, d'emplois de managers que dans les professions masculines. C'est le 10 et le 12% que l'on confonde. Alors passons aux résultats de nature économétrique avec le premier modèle, donc toutes choses égales par ailleurs, quelle différence entre les pays des chances relatives des femmes d'être managers. 2 résultats, c'est au Royaume-Uni que les salariés, quel que soit leur sexe, ont le plus de chances d'être managers, puis en Suède, puis en Suisse et enfin en France. Deuxième résultat, c'est que les femmes sont désavantagées partout, sauf en Suède, et ce désavantage est le plus important en Suisse et en France. Première modélisation. Deuxième spécification, ce coup-ci, on s'intéresse à la question de savoir donc, quelles sont les différences des chances entre pays, mais en contrôlant les interactions entre la composition sexuée de la profession d'appartenance et le pays. Et là, on montre que le désavantage relatif des femmes devient semblable en France, en Suisse et au Royaume-Uni, et il reste moindre pour la Suède. Donc ces résultats, si vous vous souvenez, tendent à confirmer l'hypothèse que Vanessa a présentée, la première de toutes.
Un pas de plus, un résultat additionnel, si on regarde la composition sexuée des professions occupées dans chaque pays. Et là, on montre que dans tous les pays, la probabilité d'occuper un poste de manager est plus élevée dans les professions mixtes. Viennent ensuite les professions à prédominante masculine et enfin les professions à prédominance féminine qui offrent effectivement relativement moins d'opportunités managériales. Troisième et dernier modèle, pays par pays. Donc, quelle différence des chances d'être manager des femmes relativement aux hommes selon le sexe de la profession occupée dans chacun de ces pays comparés les uns par rapport aux autres. Alors, quelques résultats majeurs. Le premier, c'est que dans les 4 pays, c'est dans les professions mixtes que les femmes sont les plus défavorisées, confirmant l'hypothèse H2. Deuxième résultat, c'est que les professions à prédominance féminine ne sont pas aussi préjudiciables aux femmes, en tout cas aux aspirations managériales des femmes que prévu, puisqu'en Suisse, au Royaume-Uni et en Suède, les femmes et les hommes ont autant de chances d'obtenir ce type de poste, des postes de manager, donc dans les professions féminines. Et ce n'est qu'en France que les femmes qui exercent des professions féminines s'en sortent nettement moins bien que les hommes. Donc l'hypothèse H4 n'est confirmée que pour la France. On peut faire l'hypothèse que pour contrebalancer une certaine dévaluation sociale de ces professions, professions féminines, donc par rapport aux autres, notamment les moindres rémunérations dans ces professions, les hommes adopteraient ce qu'ils considèrent être des comportements masculins, alors devenant particulièrement orientés vers la carrière et puis vers l'obtention de postes de pouvoir et d'autorité. Dernier résultat, donc sur les variations des écarts femmes-hommes dans les différents pays, et bien là, c'est dans les professions masculines en fait que la variation d'un pays à l'autre de la position relative des femmes est la plus variée. C'est sur les professions masculines que les différences de pays sont les plus nettes. À savoir, pas d'obstacle pour les femmes britanniques et suédoises relativement aux hommes. Les femmes sont très désavantagées en Suisse et pour la France, elles sont relativement plus avantagées. Donc la France reste le seul pays où l'hypothèse qu'on formulait au départ, H3, est confirmée. Les femmes françaises dans les professions à prédominance masculine sont moins désavantagées que les femmes relativement aux hommes, du moins dans les professions féminines, si vous m'avez bien suivi. Pour conclure, un mot, enfin plusieurs mots. Donc à partir du matériau quantitatif et de la comparaison de pays qui porte bien sur le lien entre ségrégation verticale et ségrégation horizontale, on peut déjà retenir que toutes les femmes n'ont pas les mêmes chances d'obtenir des postes de manager et cela va dépendre du pays et de la composition sexuée de leur environnement de travail. Deuxième chose, c'est que la Suède confirme son statut de pays le plus égalitaire. Donc on peut dire que dans un contexte favorable, avec des politiques familiales généreuses, une législation qui promeut l'égalité des sexes, une vision progressiste des rôles de genre, donc la Suède primerait, c'est une forme d'interprétation, sur des stratégies privées employées pour compenser le manque de soutien institutionnel dans un régime libéral comme celui du Royaume-Uni. Pour la Suisse, la persistance d'un modèle plus traditionnel, en tout cas du point de vue des rôles sociaux de genre, le retard, permettez-moi de dire ce mot, dans la législation sur l'égalité des sexes, implique probablement des difficultés des femmes suisses à obtenir des postes de manager, en particulier, et on l'a montré, dans des environnements mixtes ou à dominante masculine. La France, donc le pays où la ségrégation professionnelle est la plus importante, la valorisation sociale des professions qui résultent de cette ségrégation professionnelle peut conduire à une sursélection des femmes dans les professions à prédominance masculine, ce qui, de par leur sursélection, conduirait à ce qu'on observe que leur chance d'être manager soit dans ces métiers où elles sont sursélectionnées, finalement relativement plus importante que celle des hommes. Et enfin, peut-être le résultat remarquable, c'est que les inégalités entre les sexes, l'inégalité entre les sexes la plus importante se trouve dans les professions mixtes, dans les 4 pays, bien que ce soit les professions qui offrent le plus grand nombre d'emplois de managers.
Alors, en termes d'implication politique, ça suggère que la mixité ne pourrait pas suffire à réduire les inégalités entre les sexes dans l'accès aux positions de manager, et que ce résultat, on pourrait l'expliquer par des comportements individuels différenciés entre les sexes. Du côté des femmes, dans ces professions mixtes, peut-être relâcherait-elle la garde, ou baisserait-elle la garde plutôt, dans ces univers-là, devenant moins consciente des critères informels d'avancement professionnel, le réseautage, on l'a évoqué, alors le présentéisme, notamment en France, tandis que les hommes, dans ces univers mixtes, peuvent montrer des comportements de concurrence et de conquête peut-être plus agressifs lorsque leur nombre ne garantit pas leur domination. Alors, en termes d'implication de ces résultats, du côté des RH, peut-être du côté des organisations syndicales et des représentants du personnel, ça devrait être d'être particulièrement vigilant en matière de promotion dans les professions mixtes afin de prévenir les discriminations indirectes qui pourraient résulter de pratiques de cooptation ou de réseautage qui sont des leviers de carrière managériale. Merci pour votre attention. Désolée d'avoir dépassé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très dense. Donc, c'est vrai que c'était difficile d'aller vite et parce qu'il y avait beaucoup de résultats. Alors là, deux options se présentent à nous. Soit on mange un petit peu moins de chouquettes et on se prend un petit temps de discussion. Soit vous avez très faim et on y va direct. Je propose de faire un mixte, hein, c'est-à-dire on pose des questions qu'on ne peut pas attendre de poser tout à l'heure et on ira manger quand même et boire un café, si vous voulez bien, dans un temps un petit peu plus réduit que prévu. Si quelqu'un peut faire circuler le micro dans la salle s'il y a des questions. En attendant, moi j'ai juste une petite remarque, une petite question. Alors, sur les professions dites masculines, statistiquement masculines, vous dites qu'une des explications peut être en effet que les femmes dans ces métiers-là sont sursélectionnées par les diplômes, par aussi plein d'autres considérations de choix, etc. Je me demandais aussi si en France en tout cas, le fait que les conventions collectives et les réglementations des professions dans les secteurs industriels qui est le secteur le plus masculinisé, ne jouent pas aussi en faveur de la promotion des femmes, qui fait que à diplôme donné ou à fonction donnée, on a plus de chances, quel que soit son sexe, d'accéder à des positions d'encadrement, ce qui est moins le cas dans les professions féminines et dans les professions mixtes. Et deuxième question, est-ce que la probabilité, vous dites que la probabilité d'occuper un poste de manager dans les professions mixtes est plus élevée, mais que pour les femmes, relativement aux hommes, c'est plus compliqué. Elles sont plus. Et là, je me demandais, est-ce que ce ne sont pas les professions qui sont, alors c'est peut-être que vous le contrôlez dans vos modèles, les plus qualifiées? Et on sait qu'au sein des professions les plus qualifiées, c'est là que les hommes jouent davantage leurs cartes dans des contextes professionnels peu réglementés, moins réglementés que dans l'industrie. Merci Dominique. Écoute, sur l'industrie, peut-être... pardon. Et vous présentez aussi pour les collègues qui sont à distance, ils aimeraient savoir qui est-ce qui pose des questions. D'accord. Donc Arnaud Dupré du CEREC. Donc pour ta première question sur une configuration qui serait un peu particulière dans l'industrie, là on n'a pas de moyen de répondre, hein, de le confirmer, mais il est possible qu'effectivement il y ait des ajustements. Alors le bémol que je mettrais, c'est que maintenant les emplois industriels, c'est à peu près 14% de l'emploi, donc ça représente quand même une toute petite fraction, si tu veux, de ce qu'on a dans l'enquête, mais c'est à vérifier. Et puis sur ta deuxième question, c'était sur... Oui, alors ça, je me souviens qu'on avait quand même regardé Oui, on a contrôlé un petit peu la composition, tout à fait. Enfin, c'est une bonne observation, on avait contrôlé la composition en termes de qualification. C'est pas ça qui fait que les femmes y excellent. Non, en tout cas, du point de vue des modèles. Voilà.
Oui, je pense que la question de M. Anxo va dans la même direction. Donc la question, c'est est-ce que la distribution des professions masculines et féminines serait similaire entre les pays sélectionnés? Non, je veux juste faire une espèce de pirouette cacahuète pour envoyer les choses sur peut-être une autre ANR qui a regardé les conventions collectives et les accords égalité. Je te regarde, Nathalie, parce que ça peut faire le pont sur ta première question, Dominique, sur quid des conventions dans des secteurs très masculins et je ne sais pas comment dire les choses, la plus grande promotion des femmes, Dominique, mais aussi Michel Fortet, voilà, dans ces conventions collectives, ces accords égalité, qu'est-ce qu'il est dit dans les contextes masculins de la promotion renforcée, accentuée, bref, donc ça sera juste après la pause peut-être. Bonjour, Isabelle Elio, je travaille chez Veolia à la DRH et je suis en charge de la diversité et de l'engagement. En fait, je reviens sur une question que j'aurais pu poser tout au départ. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi le secteur bancaire pour votre travail et pas peut-être un domaine justement plus industriel. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce secteur d'activité ? Non, je veux dire que dans ce travail qu'on vient de vous présenter, c'est tout secteur confondu. Hein. Ah d'accord, okay, d'accord. Oui, parce que la première partie, c'était plus sur le secteur bancaire. Ok, très bien, merci. Merci, c'est très intéressant comme éclairage. Donc Séverine Lemierre, Université de Paris, Réseau Mage. Justement, pour rebondir sur la question du secteur, je voulais savoir, moi, s'il y avait la fonction publique dans votre travail. Et alors ça, c'était ma première question. Et donc, ce qui découle, c'est aussi, j'ai été très surprise par les stades d'Est du départ et sur comment, alors c'est une spécificité très française, mais comment se croisent manager et cadre. Mais c'est très franco-français, hein, je l'entends. Merci. En fait, donc sur ces deux questions, c'est vraiment techniquement, on était très embêtés parce qu'en fait, dans les enquêtes emploi, on ne peut pas identifier explicitement la fonction publique. Donc, il y a quelque chose qui est administration. Donc, par les dimensions sectorielles qu'on a contrôlées, on peut supposer que la fonction publique, elle est plus ou moins regroupée, mais en fait, comme d'un pays à l'autre, c'est quelque chose qui finalement a des frontières très variables. Mais assez naturellement, il n'y a pas identifié un secteur qui serait fonction publique. Et sur l'autre question que j'ai... Allié, oui, tout secteur. Et la deuxième question, j'ai déjà oublié. Les cadres et les managers. Alors ça a été une de nos grandes questions de départ de notre ANR, parce qu'évidemment, on voulait travailler sur les managers. Au départ, on travaillait sur les cadres avec nos lunettes de française. Mais c'est pas possible au niveau européen. Donc, on a fait tout un travail qu'on vous a pas du tout présenté là, mais justement d'exploration des frontières, des limites de cette définition pour aller vers une opérationnalisation statistique de l'affaire. Et donc, c'est ce qui nous amène à retenir cette nomenclature ISCO, cette classification internationale type des professions, où on retient donc d'une part le chiffre 1 qui renvoie aux fonctions de directeur et chef, j'ai plus l'intitulé exact, mais les fonctions de direction, et l'autre qui est l'ensemble des experts. En fait, ça serait le 3 de la PCS française. Mais donc là, ils sont distincts, et on l'a sorti de responsabilité hiérarchique. On n'a pas l'information sur la détention d'un statut cadre à la française ou voilà, quelque chose comme ça. Ça a été une des difficultés vraiment du commencement de Woman. Je rajoute un point juste technique, j'ai omis de le dire, mais ça fait quand même sens. Les variables qu'on a contrôlées dans nos estimations, c'est l'âge, les classes d'âge, le niveau de qualification avec un certain détail, l'expérience professionnelle, la durée de l'expérience professionnelle, le fait d'être parent ou pas, et pour les parents, avec le parent d'un enfant, enfin le plus jeune des enfants à moins de 6 ans ou plus de 6 ans, donc c'est le seuil qu'on a retenu ici. Et puis pour ce qui est du secteur d'activité, donc relativement détaillé. Et enfin, la taille de l'entreprise, assez classiquement. Clotilde Marchand, Clercé. J'avais une question donc, sur les secteurs, la question de la ségrégation verticale m'intéresse beaucoup, et la question de la mixité. Et dans les situations non mixtes, est-ce que peut-être vous pouvez l'approcher d'une part par les conventions collectives, mais aussi par les questions de secteur, le secteur automobile, le secteur sanitaire et social, des choses comme ça. Peut-être que là, il y a des grandes lignes européennes qui peuvent se recouper, et peut-être apporter aussi des explications à certains freins. Là, les secteurs sont contrôlés, mais c'est vrai qu'on n'a pas été étudié précisément, mais c'est tout à fait une piste pour la suite. Oui. Une petite question peut-être de Thomas Coupier, notre collègue. Devient-on manager au même âge dans tous les pays? Quel est l'effet de la limite d'âge à 49 ans?
d'exclure les carrières tardives, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si on devient manager au même âge. Là aussi, la classe d'âge est contrôlée, Thomas, dans les estimations, mais c'est vrai qu'on n'a pas porté un regard particulier sur l'accès différencié. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils accèdent. Non, on est en coupe à un instant donné du temps. Là, en 2015, ils sont ou ils ne sont pas, et ils ont tel âge. À quel âge ils y ont accédé? On n'en a absolument aucune idée. Enfin, non, même pas, non, parce qu'on sait de leur ancienneté sur le marché du travail, mais pas leur accès à ces fonctions-là. Par ailleurs, il y a sûrement des travaux qu'on pourrait regarder, c'est une piste aussi à explorer.